Voilà. Alors, vous voyez que l'expérience du musée est une expérience intime et nous continuons sur ce même parcours en donnant la parole à Barbara Iatta, qui dirige depuis un an et demi les musées du Vatican. Donc avec le Louvre, c'est les deux grands lieux d'identité de nos expériences d'héritiers. Hein. Au moins une fois dans la vie, chacun d'entre nous a visité le Louvre et les musées du Vatican. J'étais très heureux de voir ici Pierre Rosenberg et de vous avoir cet après-midi avec toutes les obligations que vous avez. Et en plus, Barbara Iatta est non seulement la première femme qui dirige ce grand musée, mais en plus, elle concentre dans son histoire personnelle toute une tradition. Déjà, elle est héritière d'une tradition de famille, d'archéologues, de connaisseurs, de collectionneurs, notamment Giovanni et Giulio Iatta, qui ont fondé ce magnifique musée à Rouvres, au Puy, où il y a la cathédrale et il y a le musée au Iatta, c'est les deux grands piliers de tradition grecque apulienne, des vases, des amphores, des cratères. C'est vraiment un legs extraordinaire. Mais au lieu d'être simplement un héritier de famille, vous avez maintenant hérité le grand défi et la grande responsabilité de diriger les musées du Vatican. Mais Madame Iatta est en même temps un chercheur, un professeur. Vous avez enseigné à l'université de Naples, Suor Orsula in Benincasa. Elle a réuni dans sa carrière ce qui est souvent séparé. Hélas, on vient de l'apprendre, n'est-ce pas? La bibliothèque, l'archive, les musées. Aujourd'hui, on a une expérience malheureusement partagée, mais en réalité, vous venez d'une expérience du cabinet des stampe de la Bibliothèque Apostolica Vaticana et aussi d'une tradition de dessin et de gravure, parce qu'il y a la partie chercheur très importante. Donc là, je ne cite que quelques-uns de vos ouvrages, Piranesi et l'Aventino, et puis aussi, d'après Angelica, c'est-à-dire Angelica Kaufmann à Rome, et encore les incisioni di Jacob Philippe et Georg Ackert à la Fondation Pagliara, n'est-ce pas? Et là aussi, la Forma Urbis Rome à l'occasion du jubilé. Et on pourrait continuer, surtout avec le XVIIIe siècle, les gravures, incisioni del Settecento in Italia nella raccolta d'arte Pagliara, précisément de l'Istituto Suor Orsula Benincasa, les Anglais à Rome, notamment Richard Cooper, dans la collection Ashby de la bibliothèque, cette fois de la bibliothèque, pas simplement du musée, et voilà encore les lithographies concernant le lac de Nemi, qui ont comme titre Speculum Diagne Magnificentiae. On pourrait continuer avec beaucoup de travaux, quelques-uns qui sont faits pour nous, précisément, connaître la Bibliothèque Vaticane, une histoire ouverte au futur, et quelque chose qui m'est très cher, la Via Appia nei disegni di Carlo Labruzzi. Il faudrait parcourir à pied de temps en temps la Via Appia avec ces dessins, comparer notre passé au présent. Et puis, les dessins du Bernin et de son école, on vient d'avoir cette respiration commune d'un artiste et de son atelier, nella scuola della Biblioteca Apostolica Vaticana, et tout récemment, la Biblioteca Vaticana et les arts dans le siècle de Lumière, 1700-1797, qui vient de paraître donc à Rome. Alors, évidemment, maintenant, vous avez une responsabilité énorme au point de vue de la gestion d'une espèce d'empire de la mémoire collective. Je ne sais pas comment appeler les musées du Vatican. On va de l'archéologie à l'ethnologie, aux peintures, aux salles, aux fresques, à l'art contemporain. Et en même temps, il y a la finesse de votre
carrière de chercheur. Nous espérons vivement que les deux se nourrissent réciproquement, continuent de se nourrir, mais je suis tout particulièrement heureux de voir que cette espèce, je dirais, de lieu de reconnaissance, une vie, non seulement une messe pour aller à Paris, mais une vie pour aller à Rome, ça vaut la peine, et surtout pour vous rendre visite au musée du Vatican. Donc, je vous donne la parole et je vous remercie. Merci beaucoup de cette présentation. Et bonsoir à tous. Et merci encore au professeur Ossola pour m'avoir convié aujourd'hui dans ce temple du savoir, comme le Collège de France, et pour parler de l'institution dans les musées du Vatican, dont j'ai l'honneur vraiment de diriger depuis 1 an et demi. Et les musées des papes se disent au pluriel parce qu'ils constituent un extraordinaire complexe de collections distinctes, rassemblées par l'action de papes, de cardinaux, de prélats et des collectionneurs, et des grands artistes et des érudits, de l'année 1506 jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à nos jours. Mais parce qu'ils sont précisément les musées du pape, ils forment un ensemble qui est de nature très particulière, qui les distingue de toute autre collection d'art du monde. Donc c'est un musée, ce sont des musées particuliers. Ils sont les fruits d'une suite d'appétits fervents des collections, mais ayant un commun dénominateur, la combinaison entre tradition et innovation. Et c'est donc en retraçant l'histoire du musée du Vatican de 1506 à notre époque, permet de voir comme cette combinaison en est la figure constante, et c'est sur celle que je vais appuyer mon propos ce soir. Ça, ce sont les musées, c'est une vue aérienne de la Cité du Vatican, mais les musées comprennent entre les 44 hectares de la Cité du Vatican, c'est presque la moitié, c'est des musées du Vatican. 1506 on a considéré la date de naissance des musées du Vatican. Elle est liée à un pape redoutable qui Jules II de la Rovere, neveu du pape Sisto V de la Rovere, le franciscain comme lui qui avait voulu la construction de la chapelle Sistine, qui prend le nom de son oncle, et qui, bien sûr, c'est la Cappella Magna des papes. Donc, il a cette tradition de famille lui aussi. Jules II, qui ici est représenté de Raphaël dans un portrait qui, en fait, voulait représenter Grégoire Moine, mais c'est en fait les portraits de Jules II dans l'appartement de Giulio II dans les Stanze Raffaello, a choisi de placer sur la colline du Vatican, et dit aussi de Sant'Egidio, où se trouvait le palais d'Innocenzo VIII Cibo, une sorte de hortus conclusus, un jardin contenant les statues de sa collection privée d'antiquités. Il avait d'abord le Lacan qui découvert dans la vigne sur la colline Oppio la même année, mais il y avait aussi d'autres importants sculptures comme le Torso del Belvedere. Et peu à peu, il s'ajoutèrent d'autres sculptures extraordinaires qui formant le cœur de la collection des statues du Vatican, statues gréco et romaines. Et je pense aussi à l'Apollo del Belvedere, à l'Arianna, à l'Hermès et à beaucoup d'autres chefs-d'œuvre qui faisaient partie de sa collection particulière. Mais Giulio II s'était né pour l'héritier légitime de la tradition classique, grecque et romaine, mais en entendant la poursuivre selon un esprit humaniste et tout à fait moderne. Et conservant à l'esprit que Jules II est le même qui, dans seulement 10 années de pontificat, de 1503 à 1513, a confié à Bramante la construction de la nouvelle basilique de Saint-Pierre, et vous voyez ici le projet de Bramante, et aussi l'extraordinaire complexe
architecturale du Belvedere Vaticano, donc la conception de cet incroyable bâtiment. Mais c'est lui aussi qui a commandé à Michel-Ange le plafond de la chapelle Sistine. Et aussi, c'est bien connu, son tombeau, qui maintenant c'est d'une façon réduite à Saint-Pierre-aux-Liens, donc c'est pas à Saint-Pierre la basilique majeure. Et puis, dans les mêmes années, il a commandé à Raphaël la décoration de ses appartements privés, également dans les salles de Raphaël ou les chambres vaticanes. Et il mobilise donc, ça c'est important, les sommets de la création contemporaine. Mais c'est à partir de l'ancienne, donc à partir de la culture gréco-romaine, qu'il le fait. Et ça, c'est important pour voir cette relation entre tradition et innovation. Et bien que le 1506 marque la date de naissance des collections vaticanes, il faut attendre les ferveurs des collectionneurs du XVIIIe siècle pour trouver au Vatican une forme muséale qui est proprement dite. Les premiers musées du Vatican, en fait, conçus comme musées, pas comme collection privée, comme collection papale, apparaissent vers la moitié du XVIIIe siècle dans la bibliothèque du Vatican. Et ça, le rapport que tout à l'heure le professeur Orsola disait de mon parcours, ça aide beaucoup à voir bien ce lien entre la bibliothèque et le musée. Et les deux institutions principales culturelles du Vatican ont toujours eu un lien très très fort. Et les premiers musées du Vatican apparaissent à l'intérieur, et dans ce écrin de documents précieux, d'études, qui avait été conçu, la bibliothèque, par son fondateur, qui était Niccolò V Parentucelli, pro communi doctorum virorum commodo, donc pour l'utilité des savants. La bibliothèque était née avec cet esprit. Et toujours Sixte IV, dans la bulle de fondation définitive, il ajoute un autre caractère qui distingue la bibliothèque du Vatican, ad decorum militantis ecclesiae, pour le décor de l'Église militante. Donc, ces deux aspects sont très importants pour la naissance des musées vaticans. L'implosion des siècles de lumière traversait Rome et les possessions du Vatican. Elle prit la forme d'une fièvre archéologique, s'emprenant de divers départements de la bibliothèque. Et à ce moment-là, se détachant du contexte octroi de livres, de manuscrits, de collections, des imprimés, s'ouvrit aux arts. Et je songe ici au cabinet du numismatique, à la galerie lapidaire, au cabinet des estampes et précisément au musée sacré et au musée profane qui naissent dans la bibliothèque dans ces siècles. Le cabinet des pièces et de médailles du Vatican a pris naissance en 1738 avec l'achat d'une collection de médaillons romaines et grecs du cardinal Alessandro Albani. C'est autour de ce noyau fondamental qui s'est développa toute l'histoire des pièces et de médailles pontificales. Et l'acquisition au cours des siècles suivants des différentes collections, en dépit des soustractions napoléoniques, il faut le dire, en a fait l'une des collections les plus importantes du monde dans le domaine de monnaie grecque, romaine, et aussi comme celui dans les médailles pontificales de la Renaissance et du baroque. Durant la même année, les ferveurs archéologiques des Fouilles, a été constituée la collection épigraphique. La bibliothèque des pierres fut lue par Gaetano Marini à la fin du XVIIIe siècle dans le mur du palais. Fut conçue une galerie lapidaire reliant l'édifice du palais pontifical, donc du palais où vivaient les papes, à la bibliothèque apostolique, qui était un peu plus loin du palais, comme vestibule qui accédait à la bibliothèque.
Il témoigne de l'ancienneté des formes d'écriture, des formes écrites, et constitue la somme des grandes découvertes épigraphiques du siècle, réparties en 48 panneaux thématiques qui vont de la religion à l'empereur, au magistrat, à l'armée, aux artisans, etc. Et ce sont 3600 et plus pages de pierre. Mais c'est surtout avec la fondation du musée chrétien en 1756 et du musée profane en 1767, et puis du cabinet de papyrus, qui constitue le fruit principal de cette saison incroyable pour la culture, pour l'érudition, la recherche scientifique et pour la naissance des grandes collections muséales. Se combine à la tradition un concept muséal innovant, moderne et bien sûr plus accessible aux gens. Sur la porte d'entrée dont vous voyez la diapositive du musée chrétien, le pape Benoît XIV Lambertini a affiché une grande inscription en marbre qui célèbre la fondation du premier musée public au Vatican. Et on y lit Benedictus XIV Pontifice Maximum ad augendum urbi splendorem asserandam et religionis veritatem. Donc, le pape crée ce nouveau musée pour la base des antiquités chrétiennes présentées dans les musées Carpegna, Vettori et Buonarroti, mais il le fait pour accroître les splendeurs de Rome et confirmer la vérité de la religion catholique. Et il l'écrit dans la plaque en marbre qui est là. L'élection du pape bolognais Prospero Lambertini, Benoît XIV, un savant ami des savants, un dotto amico dei dotti, s'était déroulé dans une atmosphère de grandes ouvertures culturelles. Rome vivait durant ces années dans une atmosphère d'ouverture et propice à l'étude, sans doute la plus intense de la culture romaine du XVIIIe siècle. Le nouveau pape avait ordonné une trêve de querelles théologiques de la sorte d'érudits distingués comme Winkelmann étaient les preuves vivantes que la ville éternelle était à cette époque l'un des rares endroits au monde où il était permis d'exprimer librement sa pensée. Et le pape avant, Clément XII, avait inauguré les musées du Capitole au Capitole, les musées Capitolini, en 1734. Mais le pape Lambertini l'a installé, pas seulement les deux musées dans le Vatican, mais l'a installé quelques années plus tard aussi la galerie d'art au Capitolio, la Pinacoteca Capitolina. Donc vraiment un moment de ferveur et d'attention, soit à l'art ancienne, mais aussi à l'art contemporain, à l'art moderne. Comme l'a souligné Francis Haskell, la création de musées publics à Rome, au Capitole et au Vatican manifeste alors un concept très important, celui de l'inhabilité des œuvres d'art et des objets antiques, l'objectif de conservation en vue des études futures. Et bien sûr, les musées faits dans la Bibliothèque Vaticane avaient le propos d'être le lieu d'étude des savants qui étudiaient dans la Bibliothèque Vaticane, prenaient aussi le pas sur celui d'une simple jouissance esthétique ou pour un désir de possession. Ceci explique notamment l'intérêt accordé aux collections d'esquissions des premiers siècles de l'ère chrétienne et aux trouvailles faites dans les catacombes, en tant que témoignage authentique de l'Église primitive. Il me plaît penser que ces musées, ce sont les résultats de la vision maurino-muratorienne, je crois que ça se dit, d'une mise à jour des objets, même mineurs, même des petits objets, comme documents historiques, en vue de préserver et de transmettre ce qui constitue une vision déjà assez moderne. Donc on est dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, mais on a déjà cette vision importante du document, même mineur, qui a importance pour la transmission de la connaissance. Ça, ce sont des images. Dans les musées chrétiens, naturellement, n'ont pas pu trouver place les objets
parce que le nom c'était chrétien, donc c'était les témoignages chrétiens, les objets anciens, les matériaux d'excavation qui ne faisaient pas directement référence à l'histoire chrétienne, à l'histoire de l'écriture sainte, étaient généralement considérés comme profanes. Et donc la construction d'un nouveau musée était donc nécessaire. Et il revient au pape successif, Clemente XIII Rezzonico, le grand protecteur de Piranesi, mais un grand pontife et un grand pape selon plusieurs raisons, d'accepter à cet effet une proposition du cardinal Alessandro Albani, bibliothécaire de la Bibliothèque Vaticane, il fournit à la fin de son pontificat en 1767 une solution définitive pour ces objets, à savoir un local situé à l'extrémité, donc à côté du musée chrétien, mais dans les couloirs bâtis par Piero Ligorio dans le Belvedere Vaticano. L'architecture du musée profane est délibérément plus complexe de celle ressoulement sobre du musée chrétien. Bien sûr, c'était quelque chose de différent à montrer. Elle présente des murs recouverts de marbre coloré et une voûte décorée de stucs. Au milieu de la voûte, on peut admirer une fresque allégorique de Stefano Pozzi. On l'avait vu tout à l'heure. Non, ça, ce sont les... voilà, de Stefano Pozzi, qui ordonne non, ça c'est les musées chrétiens, attendez, ça c'est les musées profanes avec les mobiliers de Luigi Baladier magnifiques, et ça c'est l'entrée. Non, ça c'est le cabinet. Non, je n'ai pas la photo de la... Qui Minerve coordonne au génie de Rome de rassembler les antiquités de son temps. Donc toujours l'allégorie de l'ancien qui est au service des contemporains. Les conservateurs du nouveau musée n'étaient autres que le savant allemand Johann Joachim Winckelmann, le père de l'histoire moderne et de l'art classique. Winckelmann, secrétaire du cardinal Albani, fut nommé autrement surintendant des antiquités à Rome en 1763. Les musées sacrés et profanes furent suivis quelques années plus tard. Ça, c'est Mengs dans les cabinets des papyrus. Ça, c'est une diapositive qui montre la galerie lapidaire dont on a parlé. Et ça, c'est la galerie lapidaire dont on a parlé. Donc, 48 panneaux et pour plus de 3600 épigraphes. Les musées sacrés et profanes furent suivis quelques années plus tard par le grand musée Pio Clementino, résultat d'une saison exceptionnelle de fouilles durant laquelle furent découverts au but du compte les principales œuvres d'antiquité classique présentes dans les collections vaticaines, à part ceux qui sont de la collection de Giulio II. Ce bâtiment qui avait été voulu par deux papes de la fin du XVIIIe siècle, Clément XIV Ganganelli et Pie VI Braschi. Ils avaient fait appel à un grand architecte, Michelangelo Simonetti, afin de réaliser un complexe de salles à partir de la cour octagone, la cour octagonale dont vous voyez la photo. Et la cour s'est révélée comme la restauration de l'antiquaire des statues de Giulio II, mais en même temps, ils ont pensé à des salles magnifiques comme la grande salle ronde dont vous voyez l'image, la galerie de bustes et des statues dont vous voyez l'image ici, aussi la galerie des statues où la Rihanna a été récemment mise, ou bien la Galleria Chiaramonti, ou non, ça c'est la salle des masques, la salle de la Bigue, donc, et la galerie des candélabres. Donc, vraiment, les musées Pio Clementino, c'est le grand musée d'antiquité. Et le caractère distinctif de cette architecture du XVIIIe siècle est l'insertion parfaite de l'œuvre d'art dans un cadre architectural et décoratif qui le contient. L'ancien statuaire, divisé en groupes thématiques, se devait
harmonisé de manière conviviale avec le lieu de l'accueil, tout en participant au goût de l'époque et de la société qu'il avait choisie. Donc, une vision complètement différente de celle de la Bibliothèque du Vatican, mais qui, en fait, répondait au moment de la politique papale de ce précis moment. La Galleria Chiaramonti, mais en particulier le Braccio Nuovo qui arrive quelques dizaines d'années plus tard, donc après les campagnes de Napoléon et le retour des œuvres de la part de Canova au Vatican, est encore davantage l'expression de la tradition à la fois renouvelée et restaurée. Donc c'est vraiment le symbole de la restauration des pouvoirs des papes et la restauration de l'ancienne qui va être entendue comme l'ancienne de la tradition ancienne qui arrive jusqu'à la tradition chrétienne. Cette place enchantée des musées porte la signature d'Antonio Canova et de Raphaël Stern. Or, si l'architecture extérieure rappelle des formes anciennes pour la médiation de la Renaissance et de la réinterprétation de Palladio, la galerie intérieure que vous voyez dans la photo, avec 28 niches pour les statues monumentales où on trouve le Augusto di Prima Porta, l'Athéna Giustiniani et beaucoup d'autres importantes sculptures, mais aussi le sol coloré de marbre qui vient de mosaïques de Ostie antique, où son plafond à caisson et les lacunes pour la lumière est bien l'expression d'une modernité qui se fond avec l'ancienne. Donc, tradition et innovation, encore une fois, bien voulues dans deux papes de les générations successives. Mais la période ça aussi, c'est une autre photo du Braccio Nuovo. Ça, c'est le Nil qui était au Louvre, qui Canova reprend et tratient ici le Tevere et le Tibre. Ça, c'est l'Augusto di Prima Porta. La période du XVIIIe siècle est aussi un important, quoique sans doute moins connu. Elle est également caractérisée par une combinaison de tradition et innovation. L'attention que pape Leone XII, Léo XII de la Genga porte à la protection des antiquités classiques, aux fouilles relatives pas seulement à la civilisation romaine, mais à la civilisation pré-romaine. Donc, je pense à la civilité étrusque et à la civilité égyptienne, se reflète dans sa conception aussi d'une vaste campagne de restauration et d'attention à la tradition pour la basilique de Saint-Paul hors le mur, rendue nécessaire par l'incendie qui a dévasté la basilique en 1823, seulement 2 mois avant son élection pontificale. Mais c'est Grégoire XVI, héritant ce même intérêt, qui institue entre les années 30 et 40 dans les musées du Vatican, dans le Vatican, les musées grégoriens étrusques, dont vous voyez une salle en 1837, les musées grégoriens égyptiens en 1839, ça c'est les Martelli Todi, ça c'est encore les musées étrusques, ça c'est les musées égyptiens, fondés en 1839, et aussi les musées grégoriens profanes en 1844. Qui était initialement au Palais du Lateran et puis a été déplacé au musée. Ça aussi, c'est encore le musée égyptien. Un autre moment focal, moi je saute des siècles, un autre moment focal pour comprendre le lien, le binomie entre tradition et innovation, c'est, et particulièrement pour les musées du Vatican, c'est le pontificat de Pie XI. Le Milanais Achille Ratti, qui a été pape de 1922 au 1939. À la suite de la signature des accords du Lateran, est fondé l'État de la Cité du Vatican. Et ensuite, immédiatement, la construction par un seul architecte, Giuseppe Momo, de la maison du gouvernorat, de la gare, de la station de radio et de toutes ces infrastructures qui servent
en état très petit, 44 états. Je vous montre cette plan qui est moderne, mais qui réassume les grandeurs de l'État du Vatican. Et Pie XI ouvre le musée du Vatican au grand public, posant véritablement les bases de ce qu'ils sont aujourd'hui. En février 1932, s'est ouvert le portal d'entrée à l'intérieur même du mur de San Gallesque et du mur du Vatican, avec la représentation de Raphaël et de Michel-Ange, qui sont vraiment les stars du musée, qui est posée au-dessus, au sommet du portail d'entrée. Un escalier fantastique en colimaçon est alors conçu par Giuseppe Momo, toujours, pour compenser le dénivelé entre la rue, donc entre l'Italie, et les niveaux effectifs des salles, les niveaux du musée Pio Clementino, des grégoriens profanes, des grégoriens égyptiens et étrusques. Et c'est une rampe extraordinaire qui sert aujourd'hui à la sortie, et parce que en fait, dans l'année 2000, on a une nouvelle entrée et ça sert pour sortie du musée. Et les transformations que Pie XI fait sont importantes. En fait, il fait payer un billet. On a un billet d'accès au musée. Donc tout le monde, n'importe de quelle nationalité, n'importe de quelle religion, peut entrer dans les musées du pape en payant un billet. Jusqu'en 1929, et ça c'est important, avant l'entrée des musées, il fallait appartenir à une délégation diplomatique ou tout au moins une élite intellectuelle, culturelle ou politique pour accéder de la partie intérieure du palais pontifical, donc de l'intérieur du palais pontifical. Achille Ratti, c'est un incroyable pape, mais qui a eu un nombre incroyable de collaborateurs très sophistiqués, des techniciens qui l'entournent, comme Bartolomeo Nogara, qui est un grand directeur pendant 35 années, de 1920 à 1957, comprenant les besoins de la rénovation des structures muséales. Biagio Biaggetti, pour le département de peinture et pour les ateliers de la restauration, qui sont créés, les premiers ateliers de restauration jamais créés, en 1923 jusqu'en 1934, 7 différents laboratoires de la restauration divisés par matière, divisés par typologie d'intervention de restauration qu'il faut faire. Et grâce à l'intérêt de Nogara pour les aspects scientifiques et de la conservation. Donc, mais lui aussi, il a l'intention de vouloir un bureau de recherche scientifique, donc un cabinet de recherche scientifique qui fait les analyses. Ce matin, Pierre Rosenberg parlait de l'analyse de la toile, ou l'analyse des couleurs, ou l'analyse de la spectrographie, la radiographie, etc. Ce sont des choses qui, en fait, se font dans les cabinets de recherche scientifique du Vatican depuis les années 30 où il a été créé. Nogara Achille Ratti décide de créer une nouvelle galerie aussi. On voit ici une petite image à gauche de la galerie de peinture, en appelant le vieux architecte milanais Luca Beltrami à la réaliser et qui va s'inaugurer elle aussi en 1932. Mais un autre moment important pour les musées est le pontificat du pape Paul VI Montini en 1963-1975, qui comprend l'importance d'un dialogue substantiel entre l'art et la foi. Une grande collection d'art contemporain va se constituer. Sous l'égide du cardinal Macchi, le Vatican ouvre ses portes à Picasso, à Chagall, à Miro, à Previati, à De Chirico. Ici, on a un Van Gogh qui arrive à ce moment-là, grâce à des donations de fidèles, de catholiques, qui ont la sensibilité de vouloir donner au Vatican la possibilité de continuer ce dialogue avec des artistes d'une époque quand même plus moderne.
Mais cette relation avec l'art contemporain n'est pas interrompue, mais continue jusqu'à aujourd'hui. Le Vatican a participé à la Biennale des arts visuels de Venise 2013 et 2015. Et l'installation vidéo réalisée par Studio Azzurro est du reste présent depuis l'année passée dans une salle des musées. On a une salle dévouée à Henri Matisse, parce qu'on a reçu les cartons préparatoires pour les vitrailles de la chapelle des Vence. Et on va participer à la Biennale d'architecture qui va ouvrir dans 20 jours à Venise. Et donc, cette idée d'avoir un rapport avec les arts contemporains qui date de pape Paul VI va continuer. Mais Paul VI, c'est aussi le pape qui reprend la tradition et l'attention que Pie XI avait donnée à la constitution d'un musée de culture extra-européenne, extra-catholique, et Pie XI fonde le musée ethnographique ethnologique, mais au musée missionnaire. Mais Paul VI le bouge du palais du Latéran, le bouge dans les années 70 dans les musées du Vatican. Et donc, les 80 000 pièces qui viennent de 4 autres continents, sauf l'Europe, sont vraiment un patrimoine incroyable du musée du pape. Mais ça, ce sont que quelques objets qui viennent de cette collection et qui maintenant est en train d'être d'un renouvellement de ces espaces. En conclusion, que sont aujourd'hui les musées du Vatican et quelle est pour la relation entre tradition et innovation? Un binôme permanent de nature parallèle de cette institution. D'un côté, on a la tradition des collections, la tradition des études, les restaurations, mais de l'autre, c'est un musée moderne. Vous voyez qu'il accueille, et c'est un musée dynamique, voilà l'accueil que tout le monde connaît du musée du Vatican, qui accueille plus de 6 millions de visiteurs chaque année. Et, je vais vous montrer vitement quelle est cette binomie. Et tels sont les chiffres, les activités de ces musées des musées, parce qu'en fait, les musées du Vatican, ce sont un musée des musées. Et les diapositives que je vais vous montrer vous donnent l'idée de cette binomie, de ce lien entre la tradition et l'innovation qui est toujours vivant et qui est vraiment un débat très important, mais très fort de notre tradition. Donc, je vous montre, ça c'est l'entrée des années 2000. Ça, c'est un peu de numéros. Plus de 6 millions de visiteurs par an, plus de 21 000 visiteurs chaque jour. Ce sont 200 000 les œuvres dans les collections, mais 20 000 les œuvres exposées. Ce sont 7 kilomètres d'espace d'exposition. Et on a près de 100 événements culturels chaque année. On publie plus ou moins 20, on est une case éditrice de publications. On a 700 employés. Le musée du Louvre, il a 2500. Monseigneur Martinez m'a dit que le numéro, c'est 1 à 3 avec nous. Et on a des stagistes, etc. Et la structure est ici composée. Il y a un directeur qui a 2 délégués, un délégué de l'aire scientifique, un délégué pour l'aide de la gestion, un secrétaire général, et on a des départements, des laboratoires, des services. Les départements sont 14, donc les musées des musées à 14 musées différents qui vont de l'égyptien, l'étrusque, antiquité grecque et romaine, antiquité chrétienne, médiévale, Renaissance, art du siècle 17 et 18, art contemporain, tapisserie et tissu, art décoratif, les voitures papales et les collections historiques, les musées ethnologiques et anche une direction de l'architecture, parce que bien sûr on doit s'occuper aussi des bâtiments dont on vit. Les laboratoires de restauration sont 7 différents de cette matière, comme vous voyez. Et on a un bureau du conservateur qui s'occupe de tout ce qui concerne la conservation préventive et tout ce qui concerne la climatisation, l'illumination et tout ça.
et le laboratoire de diagnostic pour la conservation, donc de la recherche. On a des services scientifiques, on a un inventaire général qui, heureusement, fonctionne très bien, des archives historiques, une bibliothèque et des archives de photographie qui sont soit des archives anciennes, donc une photothèque plutôt du 19e siècle et du début du 20e siècle, et des archives courantes qui servent pour beaucoup de gens qui nous demandent le personnel, ce sont des gestions de l'administration. On passe très vite, seulement pour vous rendre compte qu'entre la tradition, donc une tradition d'études il y a tout un côté administratif qui doit fonctionner. On a un nouveau site web que je vous conseille d'aller voir, c'est museivaticani.va, donc c'est très facile à voir. On fait, bien sûr, on a des conférences qui s'appellent Giovedì dei Musei. Chaque jeudi après-midi, on essaye d'avoir une conférence à thème sur des sujets différents de nos collections. On fait beaucoup des expositions, soit à l'intérieur, soit organisées de nous à l'extérieur. Et puis, on prête presque 700 pièces chaque année autour du monde. On a des événements différents, on participe à des projets de façon différente et on donne des visites spéciales, soit de l'année passée, comme le pape François a décidé de ne pas plus vouloir vivre ses vacances, avoir ses vacances à Castel Gandolfo, il a décidé d'avouer au Musée du Vatican la gestion d'accueil de la villa di Castel Gandolfo et des jardins de Castel Gandolfo au Musée du Vatican. Et donc, on va s'occuper pas seulement de la custodie et de la sovrintendenza de le palais et des jardins, mais aussi de l'accueil. Et en fait, on est en train d'avoir plus en plus de gens. On a des ouvertures du soir pendant le printemps et l'été. Et chaque vendredi soir, on peut rentrer jusqu'à minuit au musée. Et on fait aussi des initiatives importantes qui sont... Mais surtout, ce qui concerne, et je termine avec cette image, ce qui concerne à moi-même comme directeur, mais à tous les musées avec moi, c'est la juste préservation. Donc, le juste rapport entre tradition et innovation, le juste rapport entre fruition et conservation de ce que les anciennes, mais aussi les papes et les cardinaux et les collectionneurs du passé nous ont donné, nous ont affidé pour le donner aux générations futures. Et donc, cette image, c'est emblématique parce que chaque année, on fait la dépolveratura, on nettoie pièce par pièce tous les musées. On commence du mois de janvier de la chapelle Sistine. Tous les soirs, on nettoie la chapelle Sistine et on termine au mois de décembre à la fin des dépôts du musée parce que vraiment, ce qui concerne, c'est la conservation et la préservation aux générations futures de ces patrimoines. Merci. Merci beaucoup. Madame Barbara Yatt nous a présenté une histoire de l'art à l'intérieur de l'histoire de l'art, parcourir l'histoire des musées du Vatican et aussi parcourir l'ensemble de la civilisation européenne sous un autre angle. On connaissait évidemment l'amour que Michel-Ange portait à Jules II, le pape qu'il a préféré, le pape vraiment actif, le pape quelquefois aussi guerrier, et quelqu'un qui a su réunir Raphaël, Michel-Ange, enfin, tous les grands esprits. Mais je dirais surtout deux éléments que je voudrais peut-être souligner devant vous, parce que ça nous permet d'enchaîner avec les réflexions faites sur le présent par Michel Jeanneret. Madame Barbara Yatt nous a présenté deux épigraphes dont le texte
est très important. Il est vrai que tout édifice public, musée, bibliothèque, archives, tout ce que vous voulez, est pro commodo virorum. C'est évident, les citoyens doivent trouver là leur utilité. Mais il y a deux éléments, du reste que je ne connaissais pas, je n'avais pas à l'esprit. Non seulement il faut élargir, entretenir le musée ad eugendum urbis splendorem, c'est-à-dire pour améliorer, agrandir la splendeur de Rome, mais pour deux éléments fondamentaux, pro decore militantis ecclesiae et ad asserendam religionis veritatem, c'est-à-dire que la beauté, ça c'est spécifique de la tradition occidentale et notamment chrétienne. Ce n'est pas nécessairement les guerres de religion, tout au contraire, c'est le fait que la création a été un beau geste de la part de Yahvé et qu'il faut continuer dans cette beauté pour être fidèle à la création. Ça, il ne faut pas l'oublier. Notre tradition occidentale est fondée sur un élément qui est en même temps esthétique et théologique. Si Dieu a fait une belle création, la beauté de la nature, eh bien, il faut continuer dans cette idée comment dirais-je, confirmer la vérité par la beauté. C'est ce que Paul VI répétait constamment. Vous avez en plus évoqué cet homme extrêmement fin et cultivé qui était le cardinal Marchi. Bon, là, je trouve qu'il y a un élément fondamental que cette espèce de confrontation de religion nous fait oublier. Et il ne faut pas l'oublier, au contraire, c'est à un autre niveau que les choses se situent. Donc, je crois que là, il y a vraiment quelque chose de très essentiel. Et puis un deuxième, je voudrais ajouter. Quel est le plaisir inconscient que j'ai quand je vais au musée du Vatican? Maintenant, vous me l'avez révélé en voyant tous les projets successifs des bâtiments qui abritent des collections. C'est le rapport essentiel et je dirais harmonieux entre l'art et l'architecture. Quelquefois, on est gêné dans les musées du monde parce qu'on voit des objets entassés, des architectures qui ne devraient pas avoir ce type d'objet, des objets qui n'ont pas leur architecture, alors que là, je dirais dans le 90% des cas, on est accueilli par une architecture qui, à son tour, abrite des objets qui vont très bien avec. Donc, il y a une harmonie qui se multiplie, qu'il s'agisse de la tradition grecque ou même des nouveaux ailes du musée. Donc, je remercie aussi pour m'avoir révélé cet aspect qui était inconscient en moi. Simplement, je me permets très modestement, mais je crois en interprétant le désir de tous, si un jour vous recevrez des billets en disant « Ancien auditeur de la journée du 4 mai, s'il vous plaît, donnez-nous un accès sans devoir faire ce type de queue », vous auriez certainement encore des gens qui bénissent ce moment heureux que nous avons. Voilà. Merci beaucoup.